Bonjour à tous et merci de m'écouter. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, en espérant qu'elle vous sera utile, et abonnez-vous à ma chaîne, merci d'avance. Alors, cette vidéo est un cours d'initiation spirituelle synthétique résumé, où seront abordés et développés des sujets incontournables, juste ce qu'il faut pour être clair et compréhensible, mais pas trop développé non plus pour ne pas alourdir le propos, en trouvant cet équilibre correspondant à la voie juste milieu de la philosophie taoïste entre autres, mais pas que. Je précise par précaution que l'auteur, moi-même, je suis un indépendant, neutre, impartial, non sectaire, ce qu'on pourrait appeler basiquement un chercheur de vérité, vérité que je donne ici à travers cet exposé, cette vidéo datée du 17 mai 2020. En sachant que le temps, il existe alors ou il n'existe pas. Petit trait d'humour, c'était pour rappeler que tout est une question de temps. Je ne refais pas toute la philosophie, on passe maintenant au cours en lui-même. Et donc voici sans tarder la table des matières. Quelques notions clés. Chapitre 2, l'éveil spirituel en tant que tel. Chapitre 3, le développement des facultés extrasensorielles ou pas. Alors, j'ai rajouté ou pas, parce que justement, si après avoir visionné cette vidéo, vous vous aperceviez que vous n'êtes pas fait pour ça, ou bien que ça ne vous parle pas, ça ne vous intéresse pas, vous n'y croyez pas, etc., rien ne vous oblige à les développer, loin de là, vous êtes libre. C'est à vous de vous faire votre propre opinion à travers vos recherches. Ceci étant dit, passons maintenant au chapitre 1 de l'initiation spirituelle résumée, à travers quelques concepts clés. Alors, il y a une différence entre une notion et une concept, mais bon, c'est pas grave, on va dire que j'ai essayé d'en faire une liste complète, même s'il manque quelques points ici et là, j'espère que je dirai l'essentiel. Il y a le principe de la gradation du savoir. Alors, j'ai mis, pareil qu'à l'école matérialiste, c'est basé sur le même principe de progression des cours, comme à l'école, quand vous étiez au collège, ou au lycée, à l'université, à la fac pour certains d'entre vous, etc. Ensuite, il y a le concept de confiance, ou la notion de confiance, où j'ai mis que ça concerne la qualité de la relation enseignant-enseigné. Ça concerne, pour illustrer rapidement le propos, qu'est-ce qui différencie un bon d'un mauvais enseignant. C'est basé sur le même concept d'alliance thérapeutique dans les contextes médicaux, que ce soit la santé physique, psychique, mentale, etc. Sauf que là, ce principe est appliqué dans le domaine spirituel, qu'on l'appelle d'ailleurs un prof, un maître ou un gourou, peu importe, pour le moment. Ensuite, il y a le concept de précaution d'usage, qui consiste sommairement à combler des lacunes diverses, on verra pourquoi, pour pouvoir avancer, et c'est un lien étroit aussi avec la gradation du savoir, tel qu'expliqué dans le premier concept, en plus d'avoir des infos en guise d'infos de sécurité. On verra quand je développerai ce point. Ensuite, j'ai mis les contenus en eux-mêmes. Bon, basiquement, c'est tous les contenus, tous les savoirs, tout le corpus de savoir, tout ce qu'il y a à apprendre, et dans l'absolu, tout le savoir humain est potentiellement bon, théoriquement utile, pour aider à améliorer sa vision des choses et avancer, juste pour préciser qu'on peut s'y perdre facilement dedans. C'est le piège éventuel, et pour s'en sortir, c'est bien d'être guidé, que ce soit par vous-même de façon autonome, que des livres, des vidéos, ou un maître ou un enseignant. Vous verrez que c'est toujours les mêmes trucs qui tournent en boucle au bout d'un moment. Le but ici est de sortir de ce piège, du savoir. Et enfin, les ponts d'évolution, qui seront expliqués le plus clairement possible, que j'ai divisé en deux catégories, les contextes matériels, matérialistes, et les contextes spirituels. On verra que ça a une certaine importance dans le déroulé des explications et des développements. Pour en donner un aperçu,
pour dire que la subtilité et que en gros les ponts d'évolution sont utiles dans un contexte rationnel, rationaliste, sceptique, cartésien, ce qui répond en résumé c'est les sciences, là où dans le contexte plus délicat de la spiritualité, c'est laissé à la libre appréciation de chacun, car vouloir parler de ponts de conversion, ça peut faire référence basiquement à tout ce qui est du prosélytisme, donc c'est également pour dire qu'au-delà de ça, c'est pour relever que la science n'est pas incompatible avec la spiritualité ou les religions, etc. Voilà pour les notions clés survolées sommairement. Donc maintenant, je passe au développement du premier concept clé, la gradation du savoir, mais il n'y a pas besoin d'expliquer beaucoup. C'est basé sur le principe de la gradation des degrés hiérarchiques du savoir, pour dire qu'il y a des degrés, des étapes à franchir dans l'initiation spirituelle, et que c'est basé exactement sur le même modèle, le même principe logique, évident et même indispensable de gradation du savoir comme à l'école. Pour passer du CE2 au CM1, du collège au lycée, du lycée à la fac, il faut passer des concours, des examens pour obtenir des diplômes comme le baccalauréat, etc. Si besoin était, voici un exemple démonstratif. Si vous montrez une équation à 2 ou 3 inconnus, ou bien un énoncé de calcul matriciel à un jeune étudiant au collège, la réaction qu'il aura, facilement prévisible, est qu'il n'y comprendra rien. Pourquoi ? Parce que la réponse est déjà connue parmi vous, que vous soyez athée, agnostique, sceptique, croyant, etc. Il n'y comprendra rien. C'est le même phénomène, le même problème en spiritualité, si on ne suit pas l'enseignement dans un certain ordre. Et même aussi, on peut être parfois plus ou moins choqué d'apprendre certaines choses, mais c'est l'objet du troisième concept clé sur la sécurité, j'y reviendrai après. Pour conclure, on peut dire qu'il faut d'abord apprendre les bases, comme l'addition, la soustraction dans un contexte mathématique, avant de passer à un savoir plus avancé et de transposer cette notion de degré de savoir, qui est nécessaire et logique dans un contexte d'étudiant à l'école, qu'elle soit laïque, privée, rationnelle, etc., à un type d'enseignement qui se veut ou qui est spirituel. Point. C'est simple comme idée, mais ça présente l'avantage d'être vrai et efficace. La science est-elle compatible avec la spiritualité ? Je vais essayer de le démontrer dans le chapitre sur les ponts d'évolution et les autres. Alors, j'ai mis quelques sources de livres qui traitent du sujet. Celui-là, je ne l'ai pas lu, et celui-là non plus, mais simplement pour donner quelques sources, pour vous inviter, vous proposer de creuser ce point. Mais je cite aussi Georges Charpak et Roland Onnes. Alors Georges Charpak, qui n'est pas n'importe qui, c'est un prix Nobel de physique qui a écrit ce livre, Soyez savant, devenez prophète, et aussi Soyez prophète, devenez sorcier. Les titres ne mâchent pas leurs mots, si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Alors pour finir, là, pour rigoler un peu, j'ai mis cette icône, parce que il ressemble à un tipi des Indiens d'Amérique. Voilà, c'est marrant. C'était pour laisser aussi le sujet ouvert, avant de passer à la suite. La notion de confiance entre l'enseignant et l'enseigné rappelle de quelques fondamentaux. Alors, c'est un chapitre qui est un peu ennuyeux, un peu chiant, désolé, mais c'est un passage obligé qui peut se résumer néanmoins en 2 ou 3 catégories. Pour dire que l'accent était mis dans la présentation du chapitre sur la qualité de l'enseignement, aussi la qualité des enseignements, et plutôt qu'un long topo ennuyeux, le fait est que ça pourrait se résumer, vous, sous cet angle d'approche, par le sketch des inconnus entre le bon et le mauvais enseignant, le bon chasseur et le mauvais chasseur. Alors, désolé pour la comparaison qui peut paraître triviale ou simpliste, mais quand il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, on peut rester simple tout en restant clair, vrai, valable, véridique, etc.
Au-delà de cette considération un peu triviale, même si elle est vraie, on peut citer comme critère de choix plus sérieux de ce qui caractérise un bon enseignant d'un mauvais parmi les suivants. Tout d'abord, le feeling. C'est très important, c'est une considération humaine qui consiste à se poser la question, est-ce que je me sens bien ou pas avec tel ou tel enseignant? C'est plus du registre du feeling, des ressentis, que la qualité de l'enseignement en lui-même. La qualité de l'enseignement qui fait aussi référence à la pédagogie, le savoir-faire, la connaissance des techniques, la maîtrise, etc. Juste pour dire que ça se résume à ça. Il y a la qualité de l'enseignement en lui-même. Et enfin, très important aussi, et pour terminer, ce que j'appellerais l'hygiène mentale. Alors, le terme, l'expression n'est pas très élégante, je reconnais, mais elle concerne tout ce qui a un rapport avec l'autonomie de l'élève, de l'enseigné. Elle présente les avantages de préserver sa liberté, au sens large, de penser ce qu'il veut, de façon d'ailleurs logique ou pas, de se faire sa propre opinion, ses propres recherches, expérimentations, trouver ses preuves par lui-même, etc., pour avancer à son rythme, à sa vitesse, c'est-à-dire sans le brusquer ou lui faire pression, etc. Ça présente un double effet qui se coule, écarter les pièges de l'endoctrinement sectaire ou des gourous qui préfèrent briller que montrer la voie, le chemin, et invite en même temps l'élève à faire sa part de travail, de recherche et d'expérience pour avancer de son côté. Alors pour dire que là, j'ai trouvé un logo qui donne une idée intéressante de la démarche enseignant-enseigné et comme elle doit ou devrait se passer dans un contexte d'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire où l'éthique est respectée. Maintenant, je passe au troisième concept clé du premier chapitre, les précautions d'usage, qui basiquement consiste à faire un schéma. Je vais vous faire un dessin, parce que un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. Merci Napoléon Bonaparte. Ouais. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Ben, je sais pas. Il n'était pas franc-maçon par hasard? Oh, je sais pas, et puis on s'en fout. Alors pourquoi tu le dis? Ah bah parce que j'avais envie. Ah ok. Bon, ok, alors. Maintenant, voilà un repère orthonormé, avec les axes des abscisses et des ordonnées. Ceci étant dit au passage pour montrer qu'on ne nage pas dans des délires sectaires ou perchés. Il s'agit bien de maths, de géométrie, bien que pas encore sacré, mais ça va venir, mais un peu plus tard, point. Ensuite, j'ai rajouté une ligne verte à 1,5 sur l'axe des ordonnées. Ceci étant dit au passage pour représenter schématiquement le savoir actuel rationnel que vous avez pour la plupart d'entre vous. Ça peut être aussi des notions spirituelles, pas de souci, auxquelles j'ai rajouté ensuite une ligne violette en haut pour pas être désordonné sur l'axe des ordonnées, qui s'intitule le savoir spirituel ésotérique au sens large, ce à quoi je corrige une petite erreur. J'aurais dû l'intituler le savoir initiatique pour être plus précis, mais bon, c'est pas grave, on s'est compris, j'espère en tout cas. Et j'ai rajouté enfin entre les deux lignes la mention lacunes diverses et variées. Alors, diverses et variées, parce que je ne sais pas qui regardera cette vidéo, ça dépend de là où vous en êtes chacun d'entre vous. J'avais prévenu qu'au bout d'un moment, ça serait toujours les mêmes concepts, les mêmes notions qui allaient tourner en boucle. Mais à présent, à partir de maintenant, quelques explications deviennent nécessaires. Ce chapitre est expliqué pour dire que ça pose un problème, pour ainsi dire, d'avoir des infos à plus haut niveau, sur Internet ou ailleurs. Ça fait référence encore une fois, ça renvoie à l'analogie du chapitre sur la gradation du savoir progressif, mais ici l'accent est mis sur le fait que ça peut provoquer des perturbations, comme par exemple de considérer un savoir initiatique ou spirituel ou ésotérique comme étant New Age, c'est-à-dire faux, exact, erroné, ou perché, ou dingue, etc. Ça peut aussi parfois choquer certaines personnes, et c'est ce qui justifie plus ou moins ce chapitre sur les précautions d'usage et de sécurité. C'est là aussi dans le but de démystifier, de classifier, clarifier un peu tout ça, comme on va le faire.
Donc soyons fous, tout ce que vous avez pu lire sur les chakras, les corps subtils, l'ésotérisme au sens large, et pourquoi pas les extraterrestres, font partie de ces informations qui ne vous étaient pas vraiment destinées, avant que vous ne passiez d'abord par la case science, science appliquée à l'être humain pour combler ses lacunes. Ça fait partie du débat sur la divulgation, qu'elle soit partielle ou totale, en se posant la question, est-ce que l'humanité est prête à entendre certaines informations ou pas? Ça dépend pour qui. Mais, pour gagner du temps, je vais prendre l'exemple des extraterrestres. Il a l'air gentil, lui. Oula, il a l'air plutôt méchant, lui. Beaucoup moins gentil, hein. L'équation de Drake, ou de Drake. Alors, je ne refais pas tout le topo en entier. Je vais à l'essentiel pour dire que cette équation date de 1961. Ça n'est pas non plus une preuve formelle et absolue de l'existence des extraterrestres. On se calme, s'il vous plaît. On ne fait juste que la commenter rapidement. Il y a une équation pessimiste, où les variables sont revues à la baisse en termes de probabilité, et où le résultat est 1. C'est-à-dire nous, notre planète. Nous serions la seule planète habitée dans la galaxie, mais à l'échelle restreinte d'une seule galaxie, la nôtre. Et puis il y a l'équation dite optimiste, où au contraire les variables sont revues à la hausse, et où le résultat est 10 000. Et si on fait une simple moyenne, on obtient 5 000. C'est-à-dire qu'on peut raisonnablement penser qu'il y aurait environ 5 000 planètes habitées avec une intelligence dessus, rien qu'à l'échelle de notre galaxie. Et si vous multipliez ce chiffre par des milliards de galaxies dans l'univers, ben, le résultat est, comment dire, astronomique. Oui, il est astronomique. Bien, continuons. On va passer maintenant au deuxième point qui est le paradoxe de Fermi, où il suffit, pour faire simple, de faire la synthèse des deux notions, l'équation et le paradoxe, pour tirer les conclusions que vous voudrez ou pourrez en tirer. À propos de ce paradoxe de Fermi, je renvoie à l'article de Wikipédia par exemple. Alors, ici, vous remarquerez que c'est une affiche de la Cité des Sciences de Paris, c'est pas du blabla New Age, c'est de l'astrophysique. Et bien sûr, vous pouvez passer plus ou moins longtemps à étudier les scénarios dits vérifiables, ou improbables, ou probables, ou invérifiables, comme il est montré sur ce schéma, aussi longtemps que vous voudrez, mais pour dire que l'article de Wikipédia sur le paradoxe de Fermi, il fait 3 km de long. Alors si ça vous intéresse, vous le lirez calmement, à tête reposée, tranquillement, quand vous aurez du temps devant vous. Je vous laisse le temps qu'il vous faudra, si ça vous intéresse. Merci. Maintenant, de là à savoir s'ils sont gentils ou méchants, Stephen Hawking en parle bien de ce thème, et lui il met en garde l'humanité contre une éventuelle race extraterrestre qui serait belliqueuse ou malveillante, mais on va rester sur les extraterrestres gentils, parce que grosso modo on a fait le tour du sujet. Il a l'air gentil lui. Je vous avais dit qu'au bout d'un moment on tournerait en boucle, mais qu'on pouvait dépasser tout un tas d'étapes et démonter, débunker des choses, même avec la science officielle, pas besoin d'aller chercher plus loin. Pour finir, je ferai une allusion rapide sur une vidéo qui a été censurée sur YouTube, d'une interview du Premier ministre russe actuel, qui explique hors antenne, que la valise présidentielle, lorsqu'elle est confiée au président, ne contient pas que les codes nucléaires, mais aussi des dossiers sur les extraterrestres. Alors, on n'en dira pas plus, parce que cela ne nous regarde pas. Et puis, ça n'est pas l'objet de cette vidéo. Merci de votre compréhension. Alors, conclusion. Maintenant, vous ne pourrez plus dire que les extraterrestres n'existent pas, à moins d'être de mauvaise foi. Et si à présent votre question était de savoir s'ils sont parmi nous ou pas, ça serait encore vouloir griller les étapes, comme il est justement expliqué dans ce chapitre, c'est ce qu'il ne faut pas faire, et qui pourrait se résumer en conclusion par le proverbe « Rien ne sert de courir, tout vient à point, à qui sait attendre ». Merci Jean de La Fontaine.
Il était franc-maçon, La Fontaine. Oh, mais qu'est-ce que ça peut foutre? On s'en fout, merde! Oh là là! Bon, allez, la suite. Les contenus en eux-mêmes. Alors, ce chapitre ne sera pas développé, car au gré du montage vidéo, j'en ai donné déjà plusieurs exemples illustratifs à travers l'équation de Drake et le paradoxe de Fermi. Donc, je vais passer au dernier point en faisant juste rapidement un petit rappel en image pour dire que, oui, une alliance entre spiritualité et science est possible et elle est même conseillée si on veut y voir plus clair et avancer dans la recherche. Dans le sens où l'astuce consiste à appliquer la science à l'étude du corps humain, que ce soit le psychisme, le corps physique, etc. Pour pas venir au chapitre 2, on y est presque, car maintenant je passe au dernier point du premier chapitre, qui sont les ponts d'évolution. Ceci dit en tant que concept, c'est pas à prendre au pied de la lettre. J'en ai déjà donné quelques-uns dans le chapitre précédent, mais je m'attarde un peu sur cette notion de pont métaphorique bien sûr, en disant qu'il y en a de plus ou moins jolis, de plus ou moins accessibles, selon la qualité et la pertinence des informations. Mais ce qui fait le pont, c'est la jonction, le lien entre deux points, comme basiquement deux neurones entre elles pour parler familièrement, mais ça peut être aussi le comparatif, ou la confrontation de deux notions, ou de domaines de connaissances, comme il a été fait dans l'exemple de la science et la spiritualité. Bref, sous un angle technique, ça consiste à faire des liens d'association d'idées. Et maintenant, je vais faire un récapitulatif. Le principe est assez simple en soi. Les ponts d'évolution, c'est dans un domaine, un contexte matérialiste, rationaliste, on peut dire aussi athée, laïque, agnostique, etc. Et qui fait l'objet de tout le premier chapitre, le plus long de tous, et qui aboutit grosso modo à cette citation de Rabelais: « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Je vous laisse méditer 2 minutes. Tandis que les ponts de conversion progressifs concernent plutôt les contextes, on va dire, spirituels, religieux. Ça peut concerner aussi la foi, ce genre de questions, même si le problème, quand on évoque le mot de conversion, convertir, ça peut faire référence à du prosélytisme, et ça c'est faire la différence entre la croyance que des vérités plus vérifiables. Et enfin, quand on a passé un certain temps, ou même un temps certain, à être éveillé, on peut ensuite passer de la théorie à la pratique, si on veut ou pas. C'est ce qui fait l'objet du 3e chapitre. Mais, pour achever, une bonne fois pour toutes, les ponts d'évolution, je vais donner un court résumé de sciences appliquées à l'être humain pour que vous compreniez au minimum de quoi il s'agit. Pour situer les choses. À l'école, au lycée par exemple, on vous a appris en cours d'électricité des formules, des notions comme par exemple P égale UI, ou bien encore des choses comme U égale RI, etc. Ensuite, on peut faire un petit détour rapide par l'électromagnétisme, qui est basiquement l'une des 4 interactions de l'univers, mais je vous rassure, il n'y a pas besoin de connaître tout ça parfaitement pour comprendre où je veux en venir. C'était pour donner un aperçu rapide, pour vous dire que ce qu'on vous a appris à l'école vis-à-vis des lampes électriques, ou plus précisément les forces électromagnétiques, si vous commenciez maintenant à supposer que c'était vous la lampe électrique, ça aboutirait à quoi? Ça aboutit grosso modo à la conscience dite éveillée, qui consiste à comprendre que nous n'avons pas qu'un corps physique, nous avons aussi un corps électromagnétique, qu'on appelle aussi un tor. C'est aussi simple que cela. Et là, on peut commencer à parler de choses comme le corps énergétique, ou les chakras, ou le Merkaba. Ça ouvre de nombreuses portes, de nombreuses perspectives, qui jadis étaient considérées par le sceptique ou l'agnostique comme des discours douteux ou limite sectaires. Le temps, encore une fois, que les précautions d'usage et la science passent par là. Petit clin d'œil rapide, on dirait la croix de David sur le drapeau israélien. En tout cas, admettons que vous êtes déjà plus ou moins une sorte de pratiquant, débutant en initiation spirituelle,
Il n'y a pas besoin d'être calé en maths pour savoir ça, en tout cas pour le comprendre. Et on fait un dernier petit détour par Nikola Tesla, au cas où il y aurait encore des sceptiques dans la salle, histoire de montrer que je ne suis pas le seul à le dire. Merci. Alors, les 2 derniers chapitres seront plus courts, c'est bientôt fini. Le chapitre 2 concerne l'éveil spirituel en tant que tel. Et plutôt qu'un long discours, le personnage de Neo dans le film Matrix résumerait assez bien le tout de façon imagée. Parce que ça parle beaucoup du thème de l'éveil de la conscience, notamment quand le personnage de Trinity lui rappelle souvent « Réveille-toi Neo, réveille-toi, on ne peut pas être plus clair ». C'est dans ce passage-là, je crois, que c'est le premier épisode où il voit la matrice pour la première fois, comme on peut le voir à travers cette image que j'ai mise. Mais vous avez atteint l'état de conscience dit éveillé, vous êtes comme Néo, admettons. Mais en quoi consiste cet état d'éveil? Alors, il est donné un descriptif, donné à titre indicatif, en sachant qu'il y a des variantes d'une personne à l'autre, mais ça consiste grosso modo à avoir les yeux ouverts, mais pas que les yeux physiques, mais aussi les yeux de la conscience, en faisant fonctionner son cerveau par votre pensée autonome. En même temps, vous êtes aligné, en phase avec vous-même, vous vous sentez bien dans votre tête et dans votre peau. C'est tout le topo en rapport avec la première étape de l'initiation spirituelle, le centrage, la verticalité, l'horizontalité. Ça parle aussi beaucoup de lumière intérieure bien sûr, et pas que au sens figuré, mais aussi au sens propre, comme dans la clairvoyance. Il y est aussi beaucoup question de valeurs plus hautes comme l'amour, la paix, la joie, la compassion. Et ça fait référence techniquement au taux vibratoire du corps énergétique de l'être humain qui monte en fréquence, comme il est expliqué dans l'échelle de Bovis qui sert à mesurer cette fréquence. Alors, arrivé à ce stade-là, quand vous avez compris que tout est énergie, vibration, etc., vous avez plus ou moins vous aurez ce genre de discours qui dit tout est énergie, tout vibre dans l'univers, moi y compris, je suis. Maintenant et ici, je suis ce que je suis. Je ne refais pas tout Nikola Tesla, mais bon, voilà, pour dire que l'idée est là. On donne aussi souvent l'exemple de la méditation dans ces contextes-là, arrivé, parvenu au seuil de l'éveil de la conscience, en guise de pratique initiatique considérée comme douce, soft, tranquille, pour avancer. Après, il y a plusieurs sortes de méditation, mais maintenant on passe au dernier chapitre qui s'intitule « Le développement des facultés extrasensorielles ou pas ». Alors, il est rappelé simplement le même topo que dans l'introduction, dans le début, qui est le blabla de l'hygiène mentale. Hein. Si ça ne vous intéresse pas, si ça ne vous parle pas, si ce n'est pas votre centre d'intérêt, votre destin ou votre vocation, vous êtes libre, pas de souci. À vous de sentir et de choisir ce qui vous semble le plus approprié. Alors j'ai fait simple. Je donne une liste de quelques facultés extrasensorielles et après à vous de faire vos propres recherches et éventuellement de pratiquer ce qui vous intéresse, ce qui vous sera utile ou pas. Maintenant, je passe à la conclusion de ce cours en terminant par un petit aperçu d'un vieux débat sûrement utile et même probablement indispensable en rapport avec tout ce qui a trait à la pratique spirituelle, qu'elle soit exotérique comme dans les religions, qu'ésotérique dans les domaines initiatiques. Ce sujet a créé beaucoup de polémiques, et encore aujourd'hui c'est le cas, en disant que certaines personnes prétendent que c'est diabolique, que c'est de la sorcellerie, quand ça contredit la volonté de Dieu, etc. Il suffit d'analyser de façon neutre pour comprendre assez vite les limites de ce raisonnement, ou en tout cas le dépasser, le transcender. Quand, par exemple, une personne dite pieuse, dans un contexte religieux, qui prétend ou affirme que via la prière, il fait appel à des anges ou des archanges, dans un contexte bienveillant, est-ce qu'il pratique peu ou prou
la même chose que celui qui invoque des démons. Dans un contexte malveillant, basiquement, on pourrait dire que la réponse est oui. Parce que les mécanismes étant les mêmes, les procédés, exemple, l'évocation ou l'invocation. Mais, pour le dire de façon caricaturale, afin de montrer l'apparente complexité de cette question, on pourrait se demander comment distinguer ces catégories de pratiquants. C'est même une nécessité. Est-ce qu'un sorcier est bienveillant, ou c'est pas un méchant sorcier? Entre les forces du bien et du mal, mon cœur balance, et ça nous fait retomber dans le débat des inconnus entre le bon sorcier et le mauvais sorcier, le bon et le mauvais chasseur, dans une vision manichéenne et bien sûr très caricaturale. Pour s'extraire de cette trivialité simpliste, on peut poser une sorte d'équation, qui en réalité est un début de classification simple, simplifiée à l'extrême même, basée sur la sémantique, c'est-à-dire la définition et le sens des mots, en expliquant qu'avant, disons au Moyen-Âge, le mot drogue exprimait à la fois un poison ou bien un remède, sans distinction entre les deux, c'était pour ainsi dire le terme générique, la drogue. Il en est probablement de même avec le mot sorcier, qui en tant que terme générique signifiait à l'origine, quand on remonte avant l'ère chrétienne, que ça pouvait être une pratique bénéfique ou maléfique, sans distinction dans les valeurs morales. Autrement dit, le bon sorcier pourrait-il être appelé un mage, ou bien un bon magicien blanc, ou bien un pratiquant exotérique d'une religion via la prière, ou bien un prêtre, la prière étant déjà une forme de pratique spirituelle en tant que telle, dans le sens où on s'adresse bien à une ou plusieurs entités invisibles immatérielles, et que le mauvais sorcier, par ses actions malfaisantes, en causant des nuisances, pourrait être appelé un sorcier noir, toujours pour faire simple. Voilà qui, sans pour autant vouloir rentrer maintenant dans une tentative de classification plus poussée ou de clarification, c'était dans le but de soulever ce débat pour défricher le terrain, poser quelques bases, en quelque sorte, où les distinctions seraient fondées essentiellement sur des notions, sur des questions de choix éthiques, moraux, impliquant notamment le consentement ou pas des personnes visées par les pratiques, que ce soit dans le cadre d'une prière religieuse qu'une autre forme de magie au sens le plus large possible. Et n'oublions pas que le mot magie peut aussi bien faire référence à des formes de pratiques dites opératoires que faire référence à la magie de la vie, dans un sens un peu philosophique et rêveur du terme, qui susciterait une forme d'état d'émerveillement face à un événement assez rare, voire extraordinaire, comme des synchronicités, et dont le philosophe Spinoza disait qu'elle était l'émanation de Dieu, à travers cette maxime Deus sive natura. Pour dire enfin que le débat n'est pas tranché entre le Dieu immanent de certains philosophes et le Dieu transcendant, généralement admis dans les religions monothéistes, abrahamiques. Et il reste encore ouvert à ce jour, faute d'avoir l'information qui y répondrait de façon sûre et certaine, et cela renvoie plus ou moins inévitablement au débat sur ce qu'on appelle la foi. Donc après la magie opératoire ou la magie de la vie, ça aboutit plus ou moins à cette notion de la foi, et bien que ça mériterait encore de plus amples explications et de développement pour y voir clair, même si j'ai résumé la base rapidement et que j'ai mis ici une citation de Martin Luther King pour donner un petit aperçu de qu'est-ce que c'est la foi de façon imagée, ça fait l'objet d'autres débats, d'autres objets d'étude au carrefour, aux confins de la théologie, la spiritualité, la métaphysique, entre théories et pratiques diverses et variées, et peut-être un jour j'en ferai une autre vidéo plus développée où j'aborderai ces sujets de façon plus approfondie si Dieu le veut. Voilà, ce cours est à présent terminé. Merci de l'avoir écouté. Bonne journée et à bientôt.